Voilà, malheureusement, nous avions assez peu de relations avec Rodney Needham, mais donc il faut savoir que l'essentiel de l'enseignement était très très original. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre de cours. Donc la première année de la formation anthropologique était obligatoire. C'était ce qu'on appelait le diplôme, c'est-à-dire c'était une année de mise à niveau. Hein, de tous. C'était absolument obligatoire. Disons, il y avait 3 étapes. Il y avait le diplôme, qui était donc constitué de cours et d'un examen final, un examen le même pour tous. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait le MLIT, qui était une thèse, ce que les Français appelaient une thèse de 3e cycle, qui était théorique, donc qui était une thèse que nous devions faire sur un thème livresque, en tout cas, un peu, sinon théorique, hein, qui était basé sur des préparations du terrain, hein, mais qui était quand même une thèse de 250 pages, donc assez solide, qui était quand même à un niveau, c'était un research degree, donc qui était assez rare dans le monde anglo-saxon, pré-doctoral, si vous voulez. Ah, donc ça n'existait presque nulle part ailleurs. Donc il prenait généralement 3 ans, et puis, ou 2 ans, et puis il y avait 2 années de terrain, et en fait, ensuite la rédaction du doctorat. Donc, pour avoir le doctorat à Oxford, il fallait passer au moins un certain nombre de semestres, je ne me rappelais plus le nombre exact, mais dans un rayon de 12 miles à partir de Carfax, qui est le centre d'Oxford. Donc il fallait résider à Oxford pendant je ne sais plus combien de terms, hein, donc de semestres, ou de trimestres plutôt. Hein. Donc c'était vrai pour chaque diplôme. Donc on était obligé de résider sur place une période qui était fixée. Mais donc les études d'anthropologie étaient extrêmement longues et dispendieuses, hein, puisque il fallait 1 an de diplôme, 2-3 ans de MLIT, plus 4-5 ans de DPhil, qu'on n'appelait pas, ils n'appelaient pas un PhD, ils appelaient DPhil, toutes les dénominations étaient différentes des autres pour qu'on ne confonde pas. Et donc, c'était extrêmement coûteux, long en temps, hein, et coûteux en argent, puisqu'il fallait payer double de droits d'inscription, à la fois au collège et à l'université. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à la fin de la première année, les étudiants anglais avaient droit à des bourses. C'était avant la période de Thatcher, c'était encore assez socialisant. Donc, tous les 7 meilleurs avaient des bourses, donc pour lesquelles, personnellement, je n'étais pas qualifié, parce qu'à l'époque, les Européens ne comptaient pas comme anglais. Aujourd'hui, ce serait différent. Et donc, malheureusement, je n'ai pas eu droit à une bourse après l'étude. Et donc c'était des périodes très importantes. Donc, la première année, dont je vais parler un tout petit peu, était vraiment fantastique, était typique de l'enseignement d'Oxford aussi, et justement était typique aussi de ce conditionnement, hein, dont j'ai parlé, anthropologique, de cette communauté de valeurs qui était propre à tous. C'est-à-dire que, en fait, nous avions un certain nombre de cours, chaque enseignant donnait un cours auquel on assistait plus ou moins, c'était pas vraiment nécessaire, on y allait, on n'y allait pas, c'était pas vraiment... J'y allais un peu pour essayer de suivre un peu d'anglais, m'habituer un peu, me mettre dans le bain, mais généralement, c'était pas terriblement intéressant. Les cours étaient quand même assez moyens. Il y avait peu de monde, à part l'un ou l'autre. Donc, celui de Needham était sans doute assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il voyait des auteurs un peu en marge à l'époque, déjà un peu comme Castaneda, un peu étonnant de sa part, hein, de ce type, de ce genre de choses. Il était assez ouvert, dynamique. Par contre, le niveau était assez élevé, avec des doctorants plutôt, donc qui était peut-être assez éloigné de mes capacités de l'époque. Donc, j'y allais peu aussi. Mais donc l'essentiel de l'enseignement consistait en une rencontre hebdomadaire avec son tuteur. Un tuteur, ou bien on appelait ailleurs on l'appelait supervisor, avec à notre niveau on appelait tuteur. Donc on avait un professeur qui nous était attaché. Que pour ma part, c'était Nick Allen, l'indianiste de service, qui était en fait népalisant, qui était un médecin, qui avait abandonné la médecine
qui avait pratiqué un peu de médecine au Népal et puis qui avait recommencé les études anthropologiques, un docteur en anthropologie. Et donc, je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam en arrivant. Et donc, je devais le rencontrer dès les premières semaines. Et donc, l'essentiel de ma formation allait être à ses côtés. Donc, j'allais le rencontrer. Il fixait l'heure, donc tous les lundis, pour ma part, de 2 à 4 heures, de 14 à 16 heures. Et donc, tous les lundis, je devais arriver. Nous asseyions dans 2 fauteuils, dans son bureau. Et donc, je devais produire un essai, ce qu'on appelle un essai, donc un travail. Donc, il me donnait à la fin de la session, ou bien au début, préalablement, avant la première session, en général 3 livres et 2 articles, ou 2 livres et 3 articles, et un thème, une question. Et donc, je devais répondre à la question en ayant lu donc une masse assez importante d'ouvrages. C'était quand même assez dense. Hein, donc, c'était un enseignement. Alors, j'arrivais le lundi, je m'asseyais dans le fauteuil avec mon texte et je lui lisais le texte. Et il restait à m'écouter. Et puis, c'était typique de l'enseignement socratique, hein, je suppose. Donc, il me posait des questions. Je pense aussi j'ai toujours senti comme une espèce de tenaille sur mon cerveau. Il m'amenait à des réponses. Je ne sais pas si c'était drillé pour cela, mais c'est un peu ainsi qu'on se sentait vraiment vers cette communauté de pensée qui existait là-bas, même s'il y avait beaucoup de différences entre nous, hein, mais tout de même. Et donc, il me posait une série de questions, et donc auxquelles j'essayais de répondre. Il me faisait des remarques sur mon texte. Et donc, jusqu'à la semaine suivante, donc, où nous avions... donc, il y avait 9 semaines d'affilée comme ça, donc qui était quand même très, très dense. Je terminais généralement à 13h30 le lundi de rédiger, et en ayant travaillé quand même beaucoup, donc en n'ayant pas laissé au dernier moment, hein, vraiment toute la semaine travaillant beaucoup. C'était une atmosphère extrêmement... stimulante et nous payions cher et nous essayions de profiter maximum et je pense que c'était vrai de tous les étudiants de mon collège, hein, où on allait boire un verre et en regardant l'heure souvent et en retournant travailler. Donc il y avait une vraie stimulation, un monde intellectuel formidable. Donc c'était, je pense, vraiment un enseignement formidable qui est typique d'une université extrêmement élitaire, hein, c'est-à-dire qu'un enseignant ne peut pas avoir des centaines d'étudiants. Ah, ils en avaient chacun 3 ou 4 hein, qu'ils suivaient, plus 3 ou 4 doctorants, et c'était finalement l'essentiel de leur tâche intellectuelle, hein, donc qui était quand même relativement légère, disons, hein, pour le dire gentiment, par rapport à ce qu'on a dans l'université française ou ailleurs, par exemple, aujourd'hui, hein, où des masses d'étudiants et des contraintes administratives et académiques de tout genre. Donc c'était un monde, vous voyez, extrêmement policé et privilégié. Donc, je m'entendais extrêmement bien avec Nick Allen. Étonnamment aussi, peut-être assez typique aussi, nous l'appelions par le prénom. Je ne sais pas si en France, ça c'est impensable. Hein, ici non plus. Là-bas, c'était impossible de dire monsieur, ou tout le monde appelait nos professeurs par les prénoms. Donc, c'était une proximité assez grande, en même temps de très très grand respect, hein, donc très très grande admiration pour chacun de nos enseignants. Nous en parlions beaucoup entre nous, les moindres faits et gestes étaient commentés un peu comme des personnalités du monde du showbiz aujourd'hui. Nous étions, pas sur le plan personnel bien sûr, mais sur le plan intellectuel, nous étions très attachés par tout notre... Et c'était un peu entendu que nos professeurs étaient nécessairement bons, étaient nécessairement brillants. Hein. Même si je pense qu'il y en a qui l'étaient un peu moins aujourd'hui avec le recul, il y en a quand même qui l'étaient un petit peu moins, ou qui auraient pu l'être davantage, disons, ou qui auraient pu exprimer davantage leur potentialité. Hein. Et je me suis d'ailleurs rendu compte après, lorsque j'ai fréquenté plutôt la London School of Economics, que l'université d'Oxford était un peu regardée avec un peu de cynisme et même d'ironie, hein, de ce côté vraiment anglais, dépassé et hors des réalités, dans une tour d'ivoire complètement. Et c'était un peu vrai de Nick Allen, pourtant de mon tuteur, qui était un médecin, donc qui avait été confronté à des choses pragmatiques, mais qui avait développé une pensée complètement coupée des réalités.
En fait, ce qui l'intéressait, c'était l'œuvre de Georges Dumézil et l'existence de la 5e fonction, de la 4e fonction dans l'œuvre de Georges Dumézil qu'il essaie de retrouver au Népal, avec dans un monde de choses qui n'intéressaient vraiment personne en réalité, qui étaient purement intellectuelles et presque spéculatives. Et je pense qu'à l'époque, probablement, Nick n'était pas capable de dire qui était le Premier ministre de l'Inde. Je crois que c'était tellement coupé. D'ailleurs, l'anthropologie politique et économique était assez peu suivie. C'était une anthropologie quand même fortement symbolique, fortement coupée des réalités, des contingences sociopolitiques contemporaines. Donc il y avait assez peu. Je crois que plus tard, ils ont nommé John Davis, qui était spécialisé en sciences politiques, qui venait de la London School of Economics, et d'une façon typique, personne n'avait entendu parler de leur nouveau professeur, et il demandait John what? Il demandait si c'était le tennis player. Il y avait un John Davis qui devait être un joueur de tennis, et donc il se demandait si c'était celui-là qui avait été engagé. C'est un peu le mépris pour la politique et l'économie de l'époque. Je pense que cela a dû fort heureusement changer aujourd'hui, qu'ils ont quand même un tout petit peu plus les pieds sur terre. Mais c'était un monde quand même très très fortement marqué, donc par cet ailleurs lointain et très distant, très sur la primitivité en réalité. C'était donc chacun d'entre nous dans le diplôme, nous avions partagé. Il y a eu relativement peu, je crois que nous étions un peu une vingtaine, je crois que relativement peu d'entre nous ont continué après comme académiques. On a eu sans doute quand même 5 ou 6, je crois, qui sont devenus donc professeurs d'anthropologie. C'est quand même pas mauvais, ou peut-être un peu plus. Pas une mauvaise moyenne, disons, mais chacun d'entre nous aspirait à aller étudier des sociétés lointaines, et donc nous regardions les doctorants que nous voyions le mercredi matin ou le vendredi après-midi, ou que nous fréquentions dans les couloirs dans la bibliothèque. Nous les regardions avec une grande admiration. Ils avaient passé le rite de passage, ils avaient fait le travail de terrain, ceux qui revenaient du terrain, nous les admirions grandement. Ils étaient transformés, il y avait un vrai rite de passage, et c'était ce à quoi nous aspirions tous. Et donc, nous aspirions aussi donc à avoir une expérience quand même très exotique, même si le mot n'était pas utilisé, c'est-à-dire avec des vrais indigènes, sinon sauvages, et des gens donc très éloignés de ce que nous pouvions être. Donc, c'était une anthropologie quand même, vous voyez, très classique, qui était très marquée par ses origines. Et je pense qu'elle me marque toujours un peu aujourd'hui, dans la mesure où aujourd'hui elle l'est beaucoup moins, et j'ai souvent du mal à voir quelle est la différence avec la sociologie, ce qui nous différencie des sociologues. Dès lors que nous étudions le monde des banlieues, du monde industriel, etc., je pense que nous avons plus de mal à nous en distinguer. Et donc, c'est peut-être lié à ce moment. Donc, il faisait l'objet de peu de discussions critiques. Il y en avait, mais quand même, par exemple, par rapport à la méthode, je pense que c'est une chose qui viendra beaucoup plus tard. Evans Pritchard a été quand même relativement critique en posant l'idée que l'anthropologie n'était pas une science, mais une discipline interprétative, qu'elle était incapable d'énoncer des lois. Donc, je pense que c'était extrêmement osé pour l'époque, et un peu typique sans doute d'une espèce de scepticisme aussi qui allait se développer, que Needham allait reprendre d'une façon exacerbée. Mais en même temps, il n'y avait aucune critique de la méthode et de la capacité de l'observation à rendre compte du réel. Si vous lisez des textes de John Beatty, par exemple, tous les manuels scolaires, les manuels d'anthropologie, plusieurs textes que nous lisions, presque tous. Celui de John Beatty qui s'appelait Other Cultures, qui était très bien fait. Celui de Social Anthropology de Gottfried Linhart. Il y en avait l'un ou l'autre. De Pocock, David Pocock, qui était aussi... On lisait des membres du département, des anciens membres du département. Les autres... Cambridge à la rigueur, mais on était prudent par rapport au reste. Et par exemple, quand on lit ça, comment explique-t-il ce qu'était l'observation participante, qui était si importante pour nous? En fait, il dit qu'il faut rester longtemps
Et tout s'éclaire. Dès lors qu'on est 2 ans dans un monde, tout ce qui est compliqué devient tout d'un coup lumineux. Mais en aucune façon, il y a la moindre technique de collecte des données, la moindre technique d'interview, d'entretien, la moindre critique épistémologique sur le rapport justement entre le discours, comment est-ce qu'on transforme un discours fort personnalisé finalement en un ensemble. Hein. Les Nuer pensent que, les Nuer disent que, chez les Nuer, ceci et cela. Donc on doit attendre la critique postmoderne, en fait, qui, je pense, a quand même, dans sa première forme, a été extrêmement bienvenue pour ça, d'interroger vraiment cette méthode, de lui poser un certain nombre de questions intéressantes, je crois, fondamentales, dans les premiers textes, en tout cas. Après, c'est un petit peu réchauffé, mais les premiers textes sont vraiment fondamentaux. Mais donc, pour nous, nous étions sûrs de ce que nous devions faire. Hein, donc mais en même temps, nous n'avions aucune formation, par exemple, aucun cours de méthode, hein, vraiment rien du tout. Je me rappelle qu'il y avait un texte qui parlait de Kroeber. Aux États-Unis, un étudiant, un doctorant qui dit comment faire mon travail de terrain avant de partir. Et Kroeber prend une monographie, il dit vous lisez ça et vous faites la même chose. C'était exactement ce que nous avions les Nuer, nous avions magie, sorcellerie, les sorcelleries chez les Azandais, nous avions évidemment les Argonautes du Pacifique à Malinowski, c'était la figure tutélaire, bien que n'étant pas d'Oxford, et c'était l'homme qu'il fallait nécessairement vénérer. Hein, mais donc, on voulait faire la même chose que ça, produire la même chose, des textes aussi bons que cela, sans s'interroger sur le passage de cet empirisme. Donc un empirisme, en même temps, qui était peu discuté, assez étrangement, je trouve. Hein. Il y a donc un très grand écart entre presque une suffisance, hein, cette autosatisfaction, cette certitude, et donc les résultats que nous obtenions, hein, donc, que nous pouvions obtenir à l'époque. Donc c'était un monde très rassurant aussi, intellectuellement très rassurant. Nous étions sûrs, nous étions très très sûrs, peut-être d'une façon typique. Aussi, je suis incapable encore aujourd'hui de dire où était le département de sociologie à l'université d'Oxford. Il y en avait un, mais je n'avais quasiment aucun contact. Je ne saurais pas dire où il se trouvait. Donc nous n'avions pas de contact avec la sociologie, qui était beaucoup plus, d'une part américaine, avec des enquêtes de questionnaires, et en même temps critiques, aussi beaucoup plus marxisantes et critiques, et donc qui concernaient le monde industriel. Mais donc là, nous étions totalement coupés l'un de l'autre, alors qu'ici, ou ailleurs dans les universités, je pense, dans le monde francophone en tout cas, hein, on a quand même on entretient des liens très très étroits les uns avec les autres, hein, en ayant des fortes passerelles. Il y en avait très très peu en réalité, donc on était très coupés de la sociologie, hein, et des autres disciplines. Donc, et un peu cette assurance qui était très très rassurante, hein, aussi d'être de bien faire et de produire des résultats qui étaient meilleurs, ce qu'on pouvait faire de meilleur. Nous avions l'impression que nous en savions plus long que tout le monde parce que nous résidions longtemps, hein, nous étions supposés résider longtemps dans un monde éloigné. L'idée, c'était évidemment 2 années, une année pour apprendre la langue et une année pour produire des données dignes de ce nom. Hein, c'était le but. Donc, j'en reviens peut-être au diplôme, donc, qui a marqué cette formation, donc, qui mettait vraiment les gens à niveau, où tout le monde lisait un peu les mêmes choses. Et donc, au terme du diplôme, nous avions un examen qui était aussi formidable. C'était un examen à la fois... il y avait 3 parties. Il y avait donc une partie écrite qui avait lieu dans la Examination Hall d'Oxford, c'est-à-dire en subfasque, donc avec le papillon blanc, le chapeau et tout. Et donc nous avions ils donnaient pour chaque matière, il y avait une vingtaine de questions et on devait en répondre à 3, je pense. On devait choisir 3 questions sur ce qu'on était. Donc on n'était pas préparé, hein, c'était uniquement nos tutorials, qui était notre formation de base. Et donc on choisissait 3 thèmes et donc on rédigeait. Puis il y avait un examen oral, qui faisait très peur aux étudiants anglais parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude. Et puis ensuite, il y avait un essai. Donc en quelques jours, on devait produire un essai aussi sur un thème qui était donc proposé en dernière minute. On avait 3 jours ou 3 ou 4 jours
pour écrire quelque chose, donc aller à la bibliothèque, lire, écrire, produire un essai. Donc au bout de, on était, je pense, on était classés. Au bout de et donc les 7 premiers avaient droit à une bourse, donc c'est quand même relativement important. Donc les 7 premiers anglais, uniquement anglais, avaient droit à une bourse. Donc malheureusement, je n'ai pas eu droit pour ces raisons-là, pour cette raison-là. Et donc j'ai malgré tout décidé de racler les fonds de tiroir. J'avais fait un petit héritage d'une tante anglaise d'ailleurs, enfin que je ne connaissais pas, qui était l'épouse d'un oncle, et donc de rester de rester à Oxford après le diplôme pour continuer le MLIT. Ça allait aussi de soi qu'on avait envie de continuer. Donc j'y suis resté, et donc je suis rentré là dans une année et demie en fait, parce que pour des raisons financières, je dois être le recordman de rapidité de l'écriture d'un MLIT en 1 an et demi. Et donc, j'ai entrepris ces études qui étaient une prolongation de mon mémoire de licence sur les tribus Beals de l'Inde centrale. Donc, un ensemble théorique. Je pense que j'ai à peu près tout lu à l'époque sur ces tribus. Il y avait déjà beaucoup d'écrits. C'était fort intéressant aussi parce que c'est un ensemble de groupes, d'ethnies qui se trouvent aux confins de 4 États de l'Inde, le Maharashtra, le Rajasthan, le Gujarat et le Madhya Pradesh. Et alors c'était intéressant quand j'avais été donc brièvement pour mon mémoire. Et c'était fort intéressant, ça m'a appris quelque chose qui est revenu plus tard, en fait, qui a pris son importance plus tard. C'est qu'en fait, les gens ne s'appelaient pas Beals du tout. Vous arrivez dans un village et vous disiez, est-ce que vous êtes Beals ici? Non, on n'est pas Beals ici, c'est plus loin. Les Beals, nous on est des Bilala, sous des Gracias, ils ont un autre nom. Puis vous allez plus loin et dire, non, on n'est pas Beals. En fait, ça n'existait pas, les Beals. Donc on croyait dès l'extérieur, on était une tribu, dans tous les livres, on parlait des tribus Beals, mais en fait, quand vous alliez, vous aviez une espèce de continuum, comme ça, un peu de groupes, plus ou moins ethniques, mais qui avaient peu de choses à voir en commun, sinon qu'ils étaient regardés par les gens des plaines comme différents d'eux-mêmes, et qu'ils étaient appelés par les gens des plaines Beals. Donc c'est fort intéressant, c'est un peu... Je retrouvais cela beaucoup plus tard dans les travaux de Jean-Loup Amsel, qui est un ami et au cœur de l'ethnie, surtout donc sur ce caractère très diffus en fait des groupes, et qui est une critique formidable de nos certitudes anthropologiques que nous avions un peu à l'époque. Et donc je m'étais rendu compte d'une façon par les écrits un peu du caractère mal défini de ce groupe ethnique. On se demandait qu'est-ce qu'ils ont en commun. C'était une des questions. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont en commun par rapport aux Indiens des plaines. Donc des débats fort intéressants. Ma thèse portait un peu sur ces thèmes-là, sur une espèce de saisie un peu générale de ce groupe qui comprenait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes, qui étaient des gens fort intéressants, qui vivaient en marge de la société indienne, qui étaient beaucoup de brigands parmi eux, des bandits de grand chemin, des gens qui ont des fusils, qui ont des armes, qui se défendent s'ils doivent, qui ont toujours servi de troupes aux différents roitelets qui se trouvaient dans la région, qui étaient un peu les hommes de main, qui pouvaient être utilisés. Et en même temps, je crois que beaucoup des gens des aristocraties locales se réfugiaient dans les tribus Beals aussi, quand ils étaient marginalisés au sein des querelles familiales, par exemple. Donc c'était un monde très très intéressant et fascinant que j'ai découvert intellectuellement, là, puisque je les avais vus. J'y ai passé quelques temps, mais donc tout mon travail, toute ma thèse de 3e cycle à Oxford allait porter sur une saisie, un travail intellectuel, donc qui était livresque dans l'Indian Institute, qui est un endroit merveilleux de l'université d'Oxford. C'était au sommet de la Bodleian, de la New Bodleian, enfin des plus belles bibliothèques du monde. Et comme c'est sur les toits, on a une vue sur toute la ville, sur ce qu'on appelle les spires, les tours de l'université au Sauton. J'ai passé donc presque 2 années là, dans cet endroit magnifique, au-dessus de la ville, enfin vraiment dans la tour d'ivoire presque parfaite, où tout est disponible, tous les livres sont disponibles
une richesse alors intellectuelle et en fait simple, une vie assez simple aussi, qui n'avait rien d'extravagant, hein, mais en fait mais en même temps d'une chance exceptionnelle. Donc en même temps, j'avais une vie fort importante dans le collège. Le collège, donc, qui est dans mon collège où je fréquentais des chimistes, des juristes, pratiquement pas de personnes des sciences humaines. Et donc là aussi, c'était très, très enrichissant de ce point de vue-là. Parce que d'abord, une pénétration dans le monde des middle class britanniques, hein, des classes moyennes britanniques. J'ai noué de vraies amitiés qui durent toujours. Aussi une émulation très très grande parce que c'était des personnalités diverses, pas mal d'étudiants conservateurs par exemple, même beaucoup, hein, c'est une université plutôt conservatrice, mais lorsque j'étais étudiant en sociologie à Louvain avant, fréquenter un étudiant conservateur était quasiment impensable, c'était quelque chose qui était... On traversait la rue pour ne pas passer tout près. Donc là, on se trouvait dans un monde aussi qui était peut-être plus varié, plus diversifié, intéressant aussi, plus stimulant aussi. Donc de ce point de vue-là, en fait, la richesse était dans la vie de tous les jours également, autant que dans la vie intellectuelle. Alors donc... c'est la thèse de troisième cycle était relativement théorique et elle répondait à des questions aussi qu'avait posées finalement Louis Dumont, sur lesquelles il ne serait pas inutile de dire un mot avant de partir véritablement en Inde, puisque à l'issue de cette thèse, j'allais partir en Inde pour 2 années, hein, donc de travail sur le terrain en vue de compléter ma thèse de doctorat. Voilà, donc... c'était donc Louis Dumont était notre référence pour les indianistes. Toute l'anthropologie de l'Inde en fait était une discussion pour ou contre Louis Dumont, plutôt pour à l'époque dans le milieu anglais. Les Américains étaient quand même un peu plus critiques. Les Indiens l'ignoraient plus ou moins, ne le connaissaient pas bien à l'époque. Et les Français ne l'ignoraient tout à fait, je pense. Les Français ne le connaissaient que peu. C'était vraiment nul n'est prophète en son pays. Il était considéré comme une personnalité bien plus importante dans le monde anglo-saxon qu'en France lui-même. Il faudra attendre ses écrits sur l'idéologie allemande et sur l'individualisme pour qu'il soit reconnu comme une personnalité marquante en France. Il cite en lui-même une anecdote. Un jour, il arrive dans une salle de séminaire où il a donné un cours, il y a 25 personnes, il dit « Vous vous trompez, je ne suis pas René Dumont, je suis Louis Dumont ». Ah, donc René Dumont, c'était l'agronome qui était à l'époque connu, je pense qu'il était d'une qualité intellectuelle beaucoup moins importante que Louis, si je peux me permettre, mais c'était assez typique du fait que c'était une personnalité mineur, hein, quand même, en France à l'époque, hein, je crois. Donc après, il va devenir peut-être plus important sur le plan philosophique. Mais en Angleterre, très très important dans le monde anglo-saxon, et surtout donc à Oxford, nous avions un séminaire qui lui était consacré, donc toute l'œuvre de Dumont, surtout l'Homo hierarchicus. Donc toutes les semaines, le séminaire consacré à l'Inde était consacré uniquement à Louis Dumont, à la discussion sur Louis Dumont, et c'est-à-dire que nous y discutions de choses quand même relativement intellectuelles, une fois encore assez coupées des réalités indiennes, des réalités socio-économiques indiennes. L'Inde n'était pas un pays pauvre, c'était un pays de symbolisme, qui symbolisait, hein, qui produisait plus de symboles que de richesses, hein, ou même de pauvreté d'ailleurs, parce qu'elle était relativement peu discutée aussi. On était quand même bien dans un monde, voyez aussi, cette anthropologie coupée des réalités, des contingents sociaux, économiques et politiques, hein, d'une anthropologie quand même assez marquée, qui est typique de Dumont aussi, hein. Je vais peut-être en dire quelques mots dans